Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues par notre collaborateur Marc-Antoine Harvey, suivi d'une entrevue avec M. Jean-François Roberge, député de Chambly, pour discuter de son rôle dans le dossier Nordvolt. Toujours dans ce dossier, on reçoit Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau, gestionnaire des communications chez Nordvolt, pour parler de l'impact de la revue stratégique de l'entreprise sur les échéanciers. Notre équipe s'est rendue à la compétition amicale de pétanque organisée par l'Association France-Québec qui vise à renforcer les liens entre les deux. Finalement, M. Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar, nous parle des mesures mises en place pour la protection des sources d'eau potable. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. L'équipe de TVR9 vous a préparé cette semaine encore un résumé des actualités régionales dans la vallée du Richelieu. Des commerçants de Mont-Saint-Hilaire ont réussi à éviter la fermeture complète de la route du chemin de la montagne prévue pour des travaux majeurs liés à un projet résidentiel. La fermeture menaçait de causer des pertes économiques importantes pour les agriculteurs locaux offrant la cueillette des pommes. Après avoir manifesté leur mécontentement auprès de la municipalité, les commerçants ont obtenu la mise en place d'une voie de contournement permettant ainsi de préserver l'accès direct à leurs vergers. Une décision qui témoigne de l'importance du dialogue entre la ville et ses producteurs agricoles. La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu prépare la deuxième édition du Saint Charlie, une fête thématique country qui promet une journée riche en activités pour toute la famille. Le samedi 24 août, le terrain du bureau municipal se transformera en véritable paradis country avec des jeux gonflables, des kiosques d'artisans locaux, une cantine et même une activité de danse en ligne animée par l'école de danse Long Live Cowboy. Le tout se terminera en beauté avec un spectacle du groupe Country Rodeo. Une occasion parfaite pour prolonger l'ambiance country et découvrir les talents locaux. Centraide Richelieu Yamaska déploie 180 000 $ pour soutenir les familles en difficulté dans le cadre du programme Centraide Opération Septembre, destiné à alléger les frais de la rentrée scolaire 2024. Le programme aide à couvrir les coûts du matériel scolaire, d'aide aux devoirs et de vêtements aux enfants issus de milieux précaires. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et les familles de la vallée du Richelieu peuvent contacter le Centre d'action bénévole de la région pour bénéficier de cette aide. Depuis 1992, le programme a déjà soutenu plus de 34 000 familles, démontrant l'engagement continu de Centraide à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la persévérance scolaire. La ville de Belleuil encourage ses résidents à remplacer leur système de chauffage au mazout par des solutions plus écologiques et économiques. En partenariat avec Écohabitation, la ville offre des subventions pour faciliter la transition de ses citoyens vers un chauffage électrique. Le programme Je rénove Éco propose un accompagnement gratuit et personnalisé, guidant les propriétaires depuis le début du projet jusqu'à la finalisation des travaux. Le service aide à identifier les besoins, choisir les entrepreneurs et obtenir les subventions. Pour savoir si vous êtes admissible, visitez le site de la ville de Belleuil. La ville de McMasterville, en collaboration avec Emma Québec, organise une collecte de sang le vendredi 30 août de 10h à 20h à la salle du conseil du centre communautaire de l'Hôtel de Ville. L'objectif est de recueillir 90 dons de sang pour répondre à la forte demande. Les citoyens sont invités à prendre rendez-vous en ligne via l'application Je donne ou par téléphone au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de donner, il est conseillé de vérifier son admissibilité sur le site d'Emma Québec. Participer à cette collecte et contribuer à sauver des vies. Voilà, c'était les actualités de la semaine présentées par TVR9. Le dossier Nordvolt continue de faire jaser et on est avec M. Jean-François Roberge, député de Chambly, pour en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mme Bio. Nordvolt, quel gros dossier! Qu'est-ce qui se passe présentement de votre côté? Là? À quoi vous touchez au quotidien?
Bien, en fait, on s'est informé dernièrement pour être certain que tout continue. Et oui, tout continue. On a discuté avec le ministère de l'Économie et ce qu'on a appris et ce qui doit être connu du public, c'est que le projet suit son cours au Québec. Les travaux avancent pour construire l'enveloppe. On construit le bâtiment en ce moment. Ensuite, l'intérieur, là, ce qu'il y aura comme technologie d'assemblage, de construction de batteries, bien, ce sera déterminé ultérieurement. L'usine de Suède est en avance sur l'usine du Québec, donc les évolutions qu'ils font, les tests qu'ils font, bien, bénéficient à nous pour qu'on ait la toute dernière technologie au Québec. Oui. Puis, bon, il y a plusieurs rumeurs qui circulent en ce moment. Des gens disent hey, on a jeté notre argent aux poubelles, finalement. Là, vous le dites, les travaux suivent leur cours. Quelle proportion des fonds des Québécois en ce moment a déjà été investie dans le projet? Il faut comprendre que pour la construction, c'est des prêts qui ont été faits. Donc, il n'y a pas d'argent qui est perdu d'aucune manière. Là. Il n'y en aura pas d'argent qui sont perdus de toute façon. La partie subvention est conditionnelle à la production. Donc, quand l'enveloppe sera construite, quand la technologie sera implantée, quand les travailleurs seront sur place, là, puis qu'il y aura des retombées, des Québécois qui gagnent des bons salaires et que des produits sortiront de l'usine, alors il pourrait y avoir des subventions. Donc, ça a très, très bien été construit comme montage financier. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est ça. Donc, le risque est moindre pour le moment. Les travaux suivent leur cours. Où est-ce qu'on en est au niveau de la construction? Il y a encore, McMasterville avait émis des communiqués, Saint-Basile également, comme quoi la circulation là, sur la 223 serait augmentée. Effectivement, il y a beaucoup de camions qui passent. C'est quoi, qu'est-ce que les citoyens là, vous disent présentement? Bien, c'est sûr qu'il y avait de l'inquiétude au départ quand ils voyaient le nombre de camions qui allaient passer. Donc, comme député, mon travail, c'est de mitiger les risques, d'être le porte-parole des citoyens et de la municipalité. Dans mon cas, la municipalité de Saint-Basile, mais je sais que mon collègue Simon-Jolin Barrette fait très bien son travail aussi, puis on le fait en concertation. Donc, il y a eu une refonte des lignes, retraçage de toutes les lignes. On a ajouté aussi davantage de lignes doubles pour éviter les dépassements, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'impatientent quand il y a beaucoup de camions. Il va y avoir aussi ultérieurement un resurfaçage de 223, donc après le passage de tous ces camions-là, les gens peuvent savoir que la route ne sera pas détériorée puis laissée à l'abandon. Donc ça, on supervise ça. Puis il faut savoir aussi que quelque part en août ou en septembre, il y aura aussi un chemin d'accès alternatif. Donc les camions ne passeront plus sur la voie principale, qui peut être un peu dérangeante pour les citoyens. Il va y avoir un accès différent. Donc on fait bien les choses, je pense. Oui. Puis, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions autour de ce projet-là. Qu'est-ce qui reste encore? C'est quoi que vous recevez encore comme question? Je sais que la rivière Richelieu fait partie des inquiétudes des gens. Où est-ce que vous en êtes dans ce dossier? Bien, nous, on s'assure que toutes les normes environnementales du Québec soient appliquées. Puis le ministère de l'Environnement est vraiment impliqué dans ce dossier-là presque à toutes les semaines. Donc, je sais qu'il y aura des prises d'eau dans la rivière, mais il ne s'agit pas de souiller l'eau puis la rejeter, là, une eau polluée dans la rivière. C'est pas ça. Je pense que l'eau va servir seulement de refroidisseur pour refroidir des installations. Il y aura des bassins ensuite de décantation pour retourner l'eau à une température à peu près semblable. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aussi à nos experts indépendants, à nos environnementalistes qui travaillent pour le gouvernement du Québec. On a des chimistes, on a des scientifiques qui vont voir est-ce qu'on protège l'environnement. Northvolt, c'est une usine verte pour faire des batteries vertes. On ne fera pas ça en sacrifiant notre environnement. C'est un non-sens. Oui. Puis, est-ce que vous êtes impliqué également dans toute la restructuration des municipalités autour? Parce que là, 3000 employés, même plus, qui vont venir dans la région, en fait, là, pour y travailler, soit qui vont habiter à Montréal ou aux alentours, mais il y a quand même beaucoup de choses là, qui doivent se passer au sein des municipalités ici pour accueillir ces gens-là. C'est quoi votre implication là-dedans? Bien, on fait un travail de coordination. Comme député, moi-même, mon collègue Simon-Jolin Barrette, on travaille aussi avec la ministre régionale, Suzanne Roy, qui a institué un comité de concertation interministériel, parce que ça touche la famille, c'est-à-dire plein de gens vont arriver, on va avoir besoin de garderie. Ça touche l'éducation, donc est-ce qu'il faut agrandir des écoles? Ça touche le transport, évidemment. On travaille avec Geneviève Guilbeault au transport. Donc, ça touche beaucoup de secteurs et on n'est pas en train d'improviser tout ça. Là. Au contraire, on est en train de prévoir, d'anticiper les choses pour que l'atterrissage se fasse en douceur alors qu'on est en train de construire l'enveloppe de l'usine. Là. Donc, je pense que ça va bien se faire.
Oui, exactement. Donc, merci pour votre optimisme. Puis évidemment, on continue à suivre ce projet de près. Merci, M. Roberge. Au cours des dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de Nordvolt. Évidemment, c'est un dossier que TVA9 couvre de fond en comble depuis le tout début de l'annonce de ce projet-là. Aujourd'hui, on est avec Mme Emmanuelle Rouillard-Moreau. Vous êtes porte-parole chez Nordvolt. On voulait avoir une mise à jour. Évidemment, la couverture médiatique en ce moment, c'est assez négatif, je dirais. Là. Par exemple, Nordvolt encore dans la turbulence ou encore rien n'empêche Nordvolt de suspendre ses activités. Donc, rien de très rassurant. Qu'est-ce que vous avez à dire là, par rapport à ça? Oui, mais je pense que c'est important pour nous de revenir justement sur la place publique pour bien prendre le temps d'expliquer les faits, de revenir sur les différents éléments. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui aussi. Oui. Par exemple, il pourrait suspendre ses travaux. Quand l'article était sorti, il y avait peut-être une perception des gens que ça revenait remettre en doute le projet ici. Donc, on est ressorti pour dire non, inquiétez-vous pas, le projet du Québec se fait, il n'y a rien qui change. Mais tout ça aussi dans le cadre d'une revue stratégique qu'on est en train de faire et dont on va avoir les résultats là, cet automne. Oui, donc ce qui pourrait changer, c'est peut-être plus les échéanciers, mais le projet lui-même suit son cours. Exact. Tous les éléments qui ont fait en sorte que Nordvolt vienne s'implanter ici demeurent. On regarde un peu ce qui se fait en Suède, puis on va adapter aussi notre échéancier justement parce qu'on a un beau cas de figure déjà actuellement avec la production en Suède. Puis, ça va nous permettre de revenir avec un échéancier qui correspond vraiment à ce qu'on a été capable de réaliser du côté de la Suède. Puis, on a également su qu'en Suède, il y a eu 3 décès de travailleurs de l'usine de Nordvolt. Il y a une enquête qui est présentement en cours. Est-ce qu'on a des mises à jour par rapport à ça? Oui. Chaque décès est vraiment tragique. On a été en communication avec les familles. Il faut savoir que c'est 3 travailleurs qui travaillaient dans des départements qui étaient différents, qui avaient des tâches qui étaient différentes. Au départ, en fait, 2 des 3 travailleurs, il y avait une enquête qui avait dit que ce n'était pas lié au travail. Mais finalement, les policiers ont décidé de réouvrir cette enquête-là. Évidemment, nous, on collabore avec l'enquête, puis on souhaite trouver vraiment qu'est-ce qui a été la cause de ces décès-là. C'est des gens qui sont décédés aussi à la maison, donc pas dans le cadre de leur fonction au travail. Donc, on pense qu'en collaborant avec la police, on espère trouver les résultats de ces décès-là, mieux comprendre. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, mieux comprendre, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé puis comment le prévenir si jamais c'est lié. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails à ce sujet-là. Sinon, cet automne, vous l'avez dit, vous allez revenir sur la place publique, dévoiler cette revue stratégique-là. Puis en quoi vont consister les travaux qui vont se passer là, peut-être de septembre à décembre? Oui. On parle vraiment de travaux pour la construction de notre premier bâtiment. Donc, on est en train de faire de l'excavation sur site. Et après ça, on vient installer notre fondation. Donc, c'est vraiment notre dalle de béton, si je peux dire. Puis après ça, ça va venir la structure d'acier, puis on va monter le bâtiment. Là. Donc, vers la fin de l'automne, là, les gens devraient, devraient apercevoir le squelette là, de notre premier bâtiment là, sur site. Oui. Puis, au niveau de l'accès au site, il y a aussi un troisième accès qui va être... Oui, on a 2 accès actuellement qui nous permettent aux camions en fait, de se déplacer sur site. C'est des accès qui nous permettent d'être sécuritaires aussi dans nos déplacements avec les travailleurs qui sont en même temps sur ce secteur-là. Et on va venir construire un 3e accès là, plus vers le bas de notre site pour accéder au site et commencer la construction éventuellement aussi d'un autre bâtiment qui est plus situé là, dans le plus bas là, de notre site. Et il y a aussi le bureau de projet avec les 2 municipalités et le gouvernement du Québec qui travaillent sur un accès temporaire du côté de la 116. Oui. Et là, avec toutes les rumeurs qui circulaient, tout ça, les gens spéculaient évidemment. Est-ce que c'est l'argent des Québécois en ce moment qui est investi dans le projet ou c'est des prêts? Comment ça fonctionne? En ce moment, dans le fond, le prêt du gouvernement est selon différents jalons qui sont atteints par notre projet. Il y a une partie qui est basée sur notre production de cellules. Donc, à partir du moment où on va sortir les cellules de notre site, on va recevoir ces subventions-là qui sont basées sur le nombre de cellules qu'on va sortir. Après ça, il y a aussi une partie qui est en amont sur la subvention du projet. Mais à l'heure actuelle, on parle d'un prêt, en fait, seulement 100% remboursable qui a été utilisé pour l'achat du terrain. Donc, c'est un prêt de 240 millions qui a été utilisé pour acheter notre terrain.
OK. Et pour terminer, on voit dans les nouvelles que l'an dernier, Nordvolt a essuyé, a perdu 1,6 milliard de dollars. C'est quoi le modèle d'affaires de l'entreprise? Qu'est-ce qui explique des pertes aussi grandes? Oui, il faut savoir qu'on est vraiment en ce moment là, du côté de la Suède en montée en cadence de production. Et en même temps, on termine notre construction. Donc, on est au moment où on a le maximum de dépenses. Et on commence à livrer notre première cellule. Donc, les revenus commencent à entrer. Mais c'est sûr que, comme on l'avait prévu, puis c'était dans notre projection aussi pour 2023, en ce moment, on a un nombre élevé de dépenses pour pas beaucoup de revenus. Mm-hmm. Ça fait partie du modèle d'affaires. Nordvolt a 7 ans. Tesla, par exemple, si on compare, a pris 13 ans à être rentable. Donc, on s'attend à un modèle qui va être semblable. Oui, donc aucune inquiétude à ce niveau-là. Ça fait partie du modèle d'affaires. Merci, Mme Rouillard-Moreau, d'être passée à nos studios et de nous avoir apporté ces précisions. On est avec le conseiller municipal, M. Carl Talbot. Bonjour, M. Talbot. Bonjour, enchanté. Expliquez-nous, en fait, aujourd'hui, les aménagements qui ont été faits spécialement pour l'occasion. Pouvez-vous nous donner un peu d'informations là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, il y a à peu près 2 semaines, les terrains n'avaient pas l'air de ça. C'était assez abîmé. Donc, les équipes municipales, entre autres de l'horticulture et travaux publics, ont travaillé avec acharnement pour être en mesure d'offrir les terrains aujourd'hui pour le tournoi Québec-France, mais également aussi pour le reste de la saison. Pourquoi c'est important pour vous de souligner cet événement-là, de faire de l'aménagement? Bien, en fait, Chambly est très impliqué avec ses organismes communautaires, tout ça, et ça fait très, très longtemps que la pétanque à Chambly, c'est important, au parc de la commune comme au parc juste ici, donc depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, bien, on est très près avec les services des loisirs de l'organisme de pétanque qui a fusionné dans la dernière année là, pour former qu'un. Et puis, bien, on voit aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui est au rendez-vous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces gens-là aujourd'hui? Bien, c'est très intéressant pour nous, pour Chambly. Puis, il fait beau, on est chanceux dans cette optique-là. Et puis, bien, ce qu'on souhaite pour la population, c'est qu'ils puissent profiter de toutes les installations de la ville de Chambly, notamment quand il fait beau. On a le bassin, on a les terrains de pétanque, on a du soccer, on a du baseball, on a même du pickleball à Chambly, du tennis. Donc, l'objectif, c'est que la communauté puisse en profiter. Ouais. Monsieur Talbot, il existe des liens forts entre la ville de Chambly et la France. Pouvez-vous nous expliquer quels sont ces liens-là? Oui, bien en fait, aujourd'hui, il y a le tournoi Québec-France en ce moment pour la pétanque, mais Chambly et la ville de Fréhel qui partagent des similitudes. Dans les deux villes, Fréhel et Chambly, il y a des forts. Donc le fort de Chambly, évidemment, et le fort Lalatte à Fréhel. Et il y a un protocole d'amitié depuis les années 1990. Ça a commencé dans les années 80, mais ça s'est officialisé dans les années 90. Et chaque automne, bien, on soulève les drapeaux de nos villes respectives ensemble. Et moi, j'ai l'honneur depuis plusieurs automnes de le faire avec les gens de Chambly dans l'association Québec-France, mais Fréhel et Chambly. Donc voilà. Ça fait combien de temps environ que ces relations-là se font? Bien, depuis les années 90, là, officiellement. Ça avait commencé dans les années 80, donc une quarantaine d'années qu'il y a l'association entre Fréhel et Chambly. Et même à l'entrée de la ville, on souligne cette association-là entre les deux villes. Puis au niveau culturel, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte justement d'avoir des liens aussi proches avec une ville en France? Oui. Bien, là, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des similitudes avec les deux forts, avec le nombre de population environ, tout ça. Mais évidemment, là, le Québec et la France, on est des cousins, on va dire ça comme ça, dans tous les cas. Puis en termes de culture, Chambly, c'est une ville très culturelle à cet effet-là. Donc les liens sont très, très forts là, pour nous. Là. Ouais. C'est un super bel événement. Avez-vous d'autres projets qui viennent pour l'été que vous voulez souligner? Bien, en fait, à Chambly, là, cet été, il y a toutes les fêtes de quartier. Il y a plusieurs spectacles au Parc des Ateliers. Il va y avoir plus tard cet été les tournois de soccer également. Donc, la ville est très, très active là, de ce côté-là. Ouais. Merci beaucoup, M. Talbot. Ça fait plaisir. En 2023 a été lancé le programme de protection des sources d'eau potable. M. Sylvain Lapointe, vous êtes directeur général du Covabar. En quoi consiste tout d'abord ce programme-là? Bien, le programme de protection des sources d'eau potable vise à doter les 11 usines de filtration d'eau d'une forme de plan de mesures d'urgence pour contrer justement des séismes qui pourraient arriver et contaminer l'eau. Donc, ça part éventuellement du plan d'analyse des vulnérabilités qu'on a fait il y a déjà 2 ans. Et en ce sens-là, les 11 usines de filtration d'eau ont choisi de faire un plan Richelieu. Alors donc, c'est ce qui fait qu'on travaille ça de l'école à Sorel, parce que les risques peuvent partir autant de partir du lac Champlain et se répertorier le long du chemin.
Alors, c'est ce qui fait que dans l'ensemble du territoire également de notre bassin versant et de la rivière Richelieu, il y a des ponts qui traversent la rivière, il y a des oléoducs également, donc ça augmente le potentiel de risque parce que si un oléoduc perçait dans le milieu de la rivière, on peut s'imaginer le type de problème que ça amènerait, mais toutes les usines de filtration d'eau, d'une certaine façon, en aval de ce risque-là, bien, doivent avoir un plan de contingence qui fasse en sorte qu'il peut être protégé. Oui. Alors, le plan de protection, éventuellement, vise à doter, comme je le disais, les usines et les municipalités, parce que chaque municipalité, certaines gèrent elles-mêmes leur usine, d'autres sont en régie, donc plusieurs municipalités sont impliquées dans la gestion. S'il vient rajouter une couche de réglementation puis une couche d'intervenants. Alors, c'est en ce sens-là que le plan de protection a été mis en place. Oui. Puis quand vous dites 11 usines de filtration sur le territoire, ça représente combien de personnes qui sont desservies? Bien, c'est tout près de 300 000 personnes de la colle à Sorel, parce que, comme on dit, la rivière Richelieu est la source d'eau potable de 300 000 personnes. Donc, ces usines-là de filtration puisent leur eau directement dans la rivière. Sur le territoire, il y a d'autres municipalités qui puisent leur eau de surface, de souterraine, d'une certaine façon, par des puits. Mais éventuellement, le plan de protection vise les eaux de surface, donc principalement toutes les usines de filtration d'eau qui prennent leur source dans la rivière. Est-ce que ces usines-là, au niveau technologique, sont à jour? Est-ce qu'il y a des travaux qui doivent être faits pour justement permettre d'éviter des problématiques? Bien, au niveau des aléas et des risques, majoritairement, les usines sont quand même prêtes à les confronter. Et si on regarde au niveau technologie, amélioration également de la qualité de l'eau, on ne se cachera pas qu'au Québec, on est rendu à un niveau de mise à jour et de mise à niveau qui est important compte tenu de l'arrivée des nouveaux polluants, les microplastiques, etc., de plus en plus, qui sont quand même très préoccupants. Alors, mais à la base, pour fournir une eau potable et une eau de qualité aux citoyens, la majorité des usines ont réellement toute la technologie nécessaire actuellement. Puis s'il arrivait une catastrophe naturelle ou un déversement quelconque, habituellement, ça pourrait ressembler à quoi un protocole ici, là, dans la région? On sait qu'il y a un déversement là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, juste un exemple. Saint-Jean a fait des travaux sur son usine d'épuration, donc on dû faire ce qu'on a appelé des flush gates à un moment donné, donc des déversements à la rivière. Alors, en ce sens-là, il y a Versis, l'usine de filtration d'eau de Chambly, la Secto, et même jusqu'à la RIEVR, ici, compte tenu des risques. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a comme un appel, dans le fond, en chaîne qui s'enclenche. Mais l'idée aussi, à partir de notre plan de protection, c'est d'aussi amener éventuellement des modifications au niveau des plans d'urbanisme, même des municipalités ou des schémas d'aménagement des MRC, dans le sens qu'il y a des territoires qui méritent probablement d'être protégés d'une certaine façon, qui va faire en sorte que ça demande une modification au règlement. Alors, notre plan, éventuellement, va amener aussi des recommandations en ce sens-là pour réellement faire en sorte qu'on minimise les risques le plus possible. Et chaque municipalité devra aussi, en ce sens-là, modifier, moduler et ajuster aussi son plan de mesure d'urgence parce que en fonction de les municipalités au Québec sont obligées de se doter d'un plan de mesure d'urgence. Et souvent, les carences en eau, les problèmes d'eau, d'aqueduc, etc. sont inclus là-dedans, mais on va pouvoir ramener une couche supplémentaire d'informations justement pour établir de meilleurs protocoles. Donc, si je comprends bien, c'est qu'en ce moment, les protocoles, ça vise la base, mais on n'est pas protégé là, de tous les côtés. Bien, je dirais oui, on est protégé, mais dans le fond, c'est les risques, l'ensemble des risques potentiels qui n'étaient pas reconnus. Okay. Dans le sens que si on prend un exemple, un déversement de produits pétroliers à Champlain, de l'autre côté de la frontière américaine, bien, ça a une incidence, dans le fond, sur l'usine de filtration d'eau de la Colle et même de Saint-Jean, peut-être dépendamment de la vitesse de propagation de la nappe. Alors, c'est en ce sens-là, éventuellement, qu'en reconnaissant l'ensemble des risques, parce que parfois, les plans de mesure d'urgence peuvent être un peu général, dans le sens panne d'aqueduc, mais quelle est la source de la panne d'aqueduc? Parce que s'il y a un déversement, une ville pourrait peut-être être appelée à complètement fermer sa valve pour ne pas contaminer justement son réseau et faire en sorte que la prise d'eau aussi de la municipalité soit protégée en ce sens-là. Oui. C'est excessivement intéressant ce que vous nous partagez parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Les usines de filtration d'eau, on dirait on ouvre notre robinet, on a de l'eau potable, mais de savoir tout le travail qui a été fait en amont, c'est vraiment très intéressant. Merci, M. Lapointe, de nous avoir partagé ces beaux conseils également. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 est fier d'annoncer de toutes nouvelles émissions à venir cet automne.
Tout d'abord, Accès Mieux-être, qui est une série dédiée à améliorer la qualité de vie des aînés de la vallée du Richelieu. Chaque épisode met en lumière les ressources d'organismes locaux et vise à promouvoir la sécurité, le bien-être et l'autonomie des aînés. Vous pourrez également découvrir la toute nouvelle série Élévation, qui va à la rencontre d'expertes et de femmes de la communauté d'affaires qui viennent témoigner de leur parcours et d'enjeux liés à l'égalité. Les 2 émissions seront diffusées dès le 16 septembre prochain. Sur ce, bonne semaine à tous.